Le débrief éco du dimanche soir en partenariat avec le Cercle des économistes. 20 minutes de débat sur les grands thèmes sociaux et économiques qui alimentent la campagne électorale et la vie politique. Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Alors le premier débat de ce soir est sur le système éducatif français. L'enquête annuelle PISA a été publiée cette semaine. Elle compare le niveau des élèves dans les pays membres de l'OCDE. C'est un classement très attendu chaque année. Et les grands vainqueurs, ce sont les élèves de Singapour. Les petits Français, eux, restent dans la moyenne. Mais le constat est sévère. Notre système éducatif est très égalitaire. Oui, alors une des plus grandes faiblesses de l'ascenseur social en France, c'est le fonctionnement de notre système éducatif. De tous les pays étudiés, c'est en France que la corrélation entre la réussite scolaire et le milieu social est la plus élevée, mais la situation se dégrade d'année en année et depuis 20 ans selon certains observateurs. La question est de savoir si la reprise du cadre scolaire était justement la première des batailles pour le prochain président de la République. Eh bien, pour en débattre ce soir, deux hommes. Lionel Fontagnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Paris 13 et membre du Cercle des économistes. Face à vous, Denis Ferrand, bonsoir. Bonsoir. Qui est directeur général du think tank COE Rexecode. Alors, que dit cette enquête PISA ? Eh bien, pour lancer ce premier débat, on va écouter Éric Charbonnier. Il est expert éducation à l'OCDE. Vous avez un tiers de bons élèves en France, c'est plus que la moyenne des pays de l'OCDE, et vous avez 20% qui sont en échec scolaire, c'est là encore plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc si vous comparez des pays comme la Danemark et la France où il y a peu d'écart de performance, pourtant en France c'est très dichotomique, beaucoup de très bons élèves, beaucoup d'élèves en difficulté, alors qu'au Danemark tous les élèves ont à peu près les mêmes performances. Et Lionel Fontagnier, on ne va pas reprendre toute cette enquête point par point évidemment, mais quel est le regard de l'économiste ? Le regard de l'économiste consiste à se demander au fond à quoi sert l'école. C'est le point d'entrée dans cette discussion que l'on doit utiliser. Et au fond, l'école a deux fonctions principales d'un point de vue économique. Elle en a beaucoup d'autres sur le plan social, bien sûr. Mais sur le plan économique, il s'agit tout d'abord de donner d'une certaine façon le kit de survie, la boîte à outils pour se débrouiller dans notre société qui change très vite, pour pouvoir être adaptable à de nouvelles fonctions, de nouvelles professions, de nouvelles façons de vivre dans la société avec les technologies qui changent bien naturellement. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième, c'est de former les élites. Et donc la France, cela a été dit dans l'introduction tout de suite, remplit bien l'une de ces deux fonctions. La France remplit bien la fonction de former des élites en mathématiques. On a des médailles Fields, etc. Donc tout ça va très bien, merci. Par contre, la France a plus de mal avec la deuxième de ses fonctions, qui est de donner ce kit de survie à l'ensemble des élèves. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la moyenne pour les mathématiques, mais par contre, la dispersion est plus grande en France qu'ailleurs. Alors, cela dit, c'est un sujet quand même très politique. PISA, ce sont des statistiques. Est-ce que c'est bien raisonnable, Denis Ferrand, de comparer Shanghai à la France, par exemple ? Oui, on peut regarder Shanghai à la France. On peut surtout aussi regarder peut-être la France par rapport, dans ce cas, à nos homologues européens. Peut-être qu'on peut se limiter à cet exercice. Et sur nos homologues européens, on ne peut pas dire qu'on ait des avantages certains, à la fois en termes de réussite de niveau, mais également en termes de capacité à donner l'égalité des chances. Cela a été rappelé. C'est la France qui a les résultats les plus décevants du point de vue de sa capacité à former les personnes qui ont un bagage culturel un peu plus faible. Donc il y a une possibilité de donner une chance au travers de l'éducation qui est un petit peu plus faible en France que dans les autres Européens. Donc on ne peut pas se comparer forcément à Shanghai, mais en tout cas par rapport à l'Europe, oui, on est en retrait. Est-ce que ça pose un réel problème pour la compétitivité de la France ? Parce que les petits Français, ce seront certes les employés de demain, mais il faut peut-être aussi les former avant. C'est l'amont et l'aval de l'éducation nationale que vous évoquiez, Lionel Fontagnier. Est-ce que cette enquête PISA est de nature pour la France à peser sur notre compétitivité future en matière d'économie ? Alors, je crois que la question est plus générale. Ça pèse sur la fluidité de l'économie et la possibilité de faire passer les personnes dans le futur d'un emploi à l'autre de façon harmonieuse. Et donc, si les acquis de base ne sont pas présents, eh bien, nous aurons de la difficulté à réallouer les salariés d'une industrie vers l'autre, de l'industrie vers les services, entre services, etc. Tout ça va être beaucoup plus difficile. Par contre, d'un mot, la partie élite fonctionne, elle, très bien. Et c'est au fond ceci qui est aussi très important pour l'économie de la connaissance. Denis Ferrand. Oui, la relation avec la compétitivité n'est pas évidente. Elle ne va pas de soi d'emblée pour ce qui concerne l'enquête PISA. En revanche, on peut prendre l'enquête PIAC, qui est une enquête qui est effectivement qui est réalisée aussi par l'OCDE. Que d'acronymes. Que d'acronymes, tout à fait. Mais celle-ci, alors,
Alors, PIAC ne s'intéresse pas aux élèves, elle s'intéresse à ceux qui sont en emploi, à la main-d'œuvre. Et donc, on essaye d'apprécier les compétences de la main-d'œuvre, et les compétences notamment dans la capacité à résoudre des problèmes, et donc à s'adapter à des changements d'environnement. Et sur cette enquête, eh bien, on voit un recul, là encore, une situation très moyenne des résultats dans cette enquête. On situe la France à peu près au niveau italien-espagnol, et l'Allemagne est loin devant du point de vue de cette enquête. Et on s'interroge beaucoup sur les ponts entre le monde éducatif et le monde du travail, parce que finalement, il faut tout faire pour qu'un jeune ait tous les outils nécessaires pour entrer dans le monde du travail. Est-ce qu'il faut développer les formations d'alternance, par exemple ? Lionel Fontanier. Oui, alors la relation entre l'entreprise et l'école, c'est une vieille antienne, hein, qui est portée par la dimension politique du discours sur l'école. L'école intéresse, l'éducation intéresse beaucoup les parents. C'est un sujet éminemment politique, et donc systématiquement, tous les hommes politiques et les femmes politiques s'en emparent. Il faut faire très attention à la contradiction dans les termes. On ne peut pas à la fois donner une formation beaucoup plus spécialisée et une formation générale. Il faut trouver un milieu entre tout ça, et c'est très très difficile. Et donc ce qui est naturellement très important, c'est de donner la possibilité de se reformer tout au cours de la vie. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus important que de faire un choix définitif entre formation spécialisée ou générale. Denis Ferrand, il faut renforcer les liens entre l'école et l'entreprise. On voit des passerelles qui fonctionnent assez bien. Les capacités à trouver un emploi, par exemple, après avoir fait une formation en alternance, sont en général un peu plus élevées que si on est resté sur un cursus très, très général. Donc la relation fonctionne parce que aussi c'est une adaptation à un environnement. C'est-à-dire que tout ce qui permet de confronter un élève à une entreprise lui ouvre des horizons un petit peu différents, le met dans une capacité à traiter les problèmes. Est-ce qu'on peut parler justement de productivité d'exclusion, c'est-à-dire qu'on ne sait pas inclure les moins productifs dans notre main-d'œuvre, dans l'activité de Denis Ferrand? C'est vrai que c'est la contradiction entre cette enquête que j'évoquais tout à l'heure, l'enquête PIAC, où en total on a une main-d'œuvre qui a des résultats assez médiocres en termes de compétences, et d'un autre côté on voit une productivité des salariés très élevée. Mais cette productivité elle est obtenue par le fait que l'on n'inclut pas forcément les moins productifs. Alors il y a aussi l'important débat du salaire des enseignants, des professeurs. Si le salaire était meilleur, est-ce qu'on aurait une meilleure formation, Lionel Fontanier? Alors, si vous parliez d'Antienne tout à l'heure, c'en est une autre. Voilà, tout à fait, mais c'est un vrai sujet néanmoins, cette fois. Il y a une corrélation qui est très très nette, qui est montrée d'ailleurs dans l'étude PISA, entre le salaire des professeurs de mathématiques comparé aux revenus moyens dans l'économie dans laquelle ils exercent, et la qualité des résultats au sens de l'enquête dans les mathématiques. Donc, si vous regardez un pays qui est tout en haut de l'échelle de la réussite, qui est Hong Kong, le salaire d'un professeur de maths là-bas, c'est 2 fois le salaire moyen, 2 fois le revenu moyen. En France, c'est 1,1 fois le revenu moyen, c'est-à-dire en France, un professeur de maths est payé 10% de plus que la moyenne. Donc c'est très très peu, ça veut dire c'est juste moyen. En Allemagne, on est à 70% par exemple. Donc effectivement, il faut aller dans cette direction. Deuxième partie de ce débrief éco. Dans un instant, on parlera du dialogue social. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Ne l'oublions pas, 19h20, les principales infos de la soirée, c'est tout de suite avec Yasmina Adila. Des centaines de personnes rassemblées en Égypte, une manifestation devant l'église frappée par un attentat ce matin au Caire. Le bilan fait état pour l'instant de 25 morts. François Hollande a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Jean-Marc Ayrault déclare que la France est pleinement solidaire de l'Égypte dans cette terrible épreuve, comme dans la lutte contre le terrorisme. Cette attaque n'a toujours pas été revendiquée. Un autre attentat aujourd'hui, mais au Nigeria. 2 fillettes se sont fait exploser dans le marché d'une ville située au nord-est du pays. Le mode opératoire utilisé ressemble à celui du groupe terroriste Boko Haram. Il y a pour le moment 1 mort et 18 blessés. Une femme découverte dans un parking, elle a été défigurée à l'acide chlorhydrique. Âgée de 39 ans, la victime a été transportée à l'hôpital. La police est à la recherche du principal suspect. Il s'agirait de son compagnon qui est en fuite. Vincent Peillon devrait déclarer ce soir sa candidature à la primaire de la gauche. L'ancien ministre de l'Éducation nationale doit l'annoncer ce soir aux 20h de France 2. La 3e journée de Coupe d'Europe de rugby se poursuit aujourd'hui. Toulon l'emporte 31-20 face aux Gallois des Scarlets. Montpellier a battu Castres 32-14. Les Montpelliérains sont 2e de leur groupe. France Info.
La suite du débrief éco du dimanche soir avec Lionel Fontagnier, qui est professeur à Paris 1 et membre du Cercle des économistes, Denis Ferrand du Cercle de réflexion COE Rexecode. On est à quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle. On va parler de dialogue social maintenant en France. L'enjeu est important, Emmanuel. Oui, patronat et syndicats se sont récemment retrouvés d'ailleurs pour parler de l'avenir de l'assurance chômage. Alors, reprise de contact et non de négociation. La nuance est importante. L'objectif était de parvenir à un diagnostic partagé de la situation. Alors aujourd'hui, l'assurance chômage est basée sur le système de cotisation de travailleurs salariés. Mais qu'en sera-t-il demain ? L'ubérisation de pans de plus en plus importants de notre économie, la révolution technologique des moyens de production, l'aspiration d'un nombre toujours plus important de jeunes à plus de mobilité. En fait, le schéma traditionnel de l'emploi est en train de muter et il convient d'anticiper pour pouvoir mieux négocier le virage. Mais comment ? Eh bien oui, c'est toute la question. Toute la question. Alors, est-ce que le dialogue social est suffisant en France ? Est-ce qu'il est bien adapté ? Bernadette Croison est secrétaire générale du syndicat FSU. Écoutez ce qu'elle dit de ce fameux dialogue social sous le quinquennat Hollande. Il y a eu un début de quinquennat où le dialogue social a permis de remettre les organisations syndicales en jeu sur un certain nombre de dossiers. Et c'est dans le milieu de ce quinquennat où il y a eu un virage. C'est là où on n'a pas compris, à ce moment-là, comment le gouvernement ne pouvait pas entendre que le dialogue social, ça voulait dire aussi qu'il fallait être en capacité de discuter aussi de ce qui fâche. Denis Ferrand, est-ce que le système français est efficace ? Là, on a 7 minutes pour répondre. Bon, ça va être un peu court. On va aller à l'essentiel, mais tout sera dit. Mais en tout cas, c'est vrai que cela vient d'être rappelé dans le son à l'instant. Le dialogue social était la grande affaire du début de quinquennat. On a vu les conférences sociales se tenir au Conseil économique, social et environnemental. On en a eu 2 qui ont bien fonctionné, puis ensuite cela s'est délité et in fine, malgré une loi de modernisation du dialogue social qui est intervenue, malgré toutes ces étapes, on se rend compte qu'on est arrivé in fine sur un échec, notamment ça a été l'échec de la négociation de l'assurance chômage. Donc pour l'instant, on a un système qui s'est bloqué et qu'on va essayer de réamorcer un petit peu avec effectivement cette première étape qui est intervenue pendant la semaine. Pour le diagnostic partagé. Mais tout ça, c'est pas vraiment bon pour la confiance, Lionel Fontagnier. On parle beaucoup de la confiance dans la perspective de reprise. Là, on est complètement noyé en la matière. Je crois que de ce point de vue, il est utile de regarder comment cela fonctionne en France et par exemple en Allemagne où les relations entre... Traditionnelle comparaison. Voilà, entre employeurs et syndicats sont très très différents avec un degré de confiance qui est beaucoup plus profond de l'autre côté du Rhin et qui a beaucoup aidé un certain nombre d'ajustements, notamment pendant la période de la crise récente où les salariés ont été maintenus en emploi dans les entreprises allemandes beaucoup plus que ça n'a été fait ailleurs, et parce que les employeurs avaient pris cet engagement avant et que les syndicats avaient accepté un certain nombre de concessions en ayant confiance dans cet engagement. Un dialogue plus pragmatique finalement en Allemagne. Alors au fond, en France, ce problème de confiance n'est pas du tout limité au monde du travail, même si 50% des Français n'ont pas confiance dans les syndicats, si 50% des Français n'ont pas confiance dans les entreprises. On a beaucoup de statistiques de ce genre. Ce problème est beaucoup plus général. Si vous demandez aux Français est-ce que vous devez faire confiance à votre voisin, eh bien, il y a 1 Français sur 5 qui vous répond oui. Oui, je peux faire confiance à mon voisin. Et il y a 60% des Suédois qui répondent oui. Donc ça fait une très très grande différence. Les Français n'ont pas confiance dans les autres Français. Denis Ferrand, est-ce que l'entreprise est aujourd'hui le seul lieu de dialogue social ? Non, il y a de la place pour du dialogue social au niveau le plus agrégé qui soit. C'était l'objet du dialogue social, des conférences sociales. Il y a aussi de la place pour de la négociation au niveau de la branche. Et c'est-à-dire une branche d'activité, pas uniquement par entreprise. Mais ce qui est important, dans une filière professionnelle. Exactement, dans une filière professionnelle. Ce qui est important, c'est surtout l'étendue de ce qui est négocié. Si on limite la négociation à un seul aspect, alors on a des situations de blocage qui peuvent intervenir. Et puis, les résultats des négociations ne sont pas les mêmes selon les niveaux auxquels cela se fait. Quand on regarde notamment les négociations de branche, vont avoir plutôt tendance à privilégier des évolutions de salaire. En revanche, les négociations qui se font au niveau de l'entreprise, in fine, vont plutôt avoir tendance à préserver l'emploi, ou en tout cas à jouer beaucoup plus sur l'emploi que sur les salaires. Donc on va beaucoup plus facilement
accepter des baisses de salaire ou des maîtrises de salaire en situation de difficulté conjoncturelle quand on a une négociation au niveau de l'entreprise. En revanche, au niveau des branches, eh bien, on va plutôt préserver les salaires au risque de perdre de l'emploi. Alors, question complémentaire, Lionel Fontanier, est-ce que les partenaires sociaux sont les seuls garants de l'avenir, par exemple, de l'assurance chômage? Je crois que patronat, syndicat, point barre. Dans ce genre de négociation, il y a 3 éléments qui permettent le succès ou qui conduisent à l'échec. Le premier élément, c'est la confiance, on en a parlé. Le deuxième élément, c'est le périmètre de la négociation, c'est-à-dire est-ce que vous négociez avec les bonnes personnes autour de la table. Et donc, pour toutes les raisons qu'on a évoquées... Alors, votre réponse à vous? À l'évidence, la réponse est non aujourd'hui. Enfin, il faut élargir, il n'y a pas que les syndicats, il n'y a pas que le patronat? Il faut élargir. À qui? On peut élargir, par exemple, à ceux qui n'ont pas d'emploi. C'est la question des insiders et des outsiders qui doit être posée. Et puis, aujourd'hui, ceux qui discutent, ce sont ceux qui ont l'emploi, voilà, et pas ceux qui n'en ont pas. Et donc, même si cette prise de position est un peu simplificatrice, mais c'est quand même ça le fond du problème. Et la dernière chose à prendre en compte, c'est la représentativité de ceux qui discutent, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. Donc, confiance, périmètre des négociations et représentativité. Alors, représentativité et puis financement peut-être aussi des syndicats. Denis Ferrand. Financement, on peut prendre l'exemple de l'assurance chômage. C'est un système qui est paritaire, qui a été créé de toute façon par les partenaires sociaux. Ce n'est pas un risque qui a été couvert dans un premier temps, qui a été installé par l'État. Ce sont les partenaires sociaux qui, historiquement, ont créé l'assurance chômage. On est arrivé aujourd'hui à une situation de financement où on a une garantie de la dette qui est apportée par l'État. Et donc, vous avez un jeu qui était initialement un jeu avec 2 partenaires, 2 acteurs, qui s'est progressivement élargi à un 3e partenaire. Alors, est-ce que les prochaines échéances électorales qu'évoquait tout à l'heure Catherine Potier peuvent pousser le dialogue social à un dialogue social plus pragmatique, notamment versus Allemagne, comme vous évoquiez Lionel Fontanier? Denis Ferrand? Oui. Élection présidentielle, donc... Avant même l'élection présidentielle, on a eu quand même déjà la loi El Khomri qui a marqué des premières étapes sur le déplacement des espaces de négociation avec un peu plus en faveur des entreprises, un peu moins en faveur des branches. Lionel Fontanier? Oui, je pense que surtout, il va falloir à un moment reconsidérer froidement la situation dans laquelle on est et accepter l'idée que le système qui a été mis en place à une certaine époque dans laquelle le rapport salarial était très fort, était dominant, et ça n'est plus la façon dont fonctionne notre société aujourd'hui. Merci beaucoup. Rendez-vous les 5 prochaines années. À vous 3. Lionel Fontanier, professeur à Paris et membre du Cercle des économistes, et Denis Ferrand du think tank COE Rexecode. Quant à vous, Emmanuel Cuny, je vous dis bonne semaine et à dimanche. À dimanche prochain.